les lundis soirs, Entre les poteaux. Toute l'actu du RCT. L'actu du RCT avec Conrad Ebrard. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver jusqu'à ce soir 20h pour cette spéciale hebdomadaire. Chaque lundi, 30 minutes consacrées à l'actu rouge et noir, l'actu du rugby club toulonnais avec cette prochaine journée qui avance, la 22e, et qui va affronter le RCT au Racing Métro. Le Racing en pleine forme en ce moment qui enchaîne 3 victoires d'affilée. On en parlera évidemment avec nos potos spécialistes. Eric Ambrosini, salut poto. Et salut mon poteau aussi. Voilà, Eric de France 3, Méditerranée, sympa ton journal des sports dimanche, on s'est régalé. Avec nous ce soir, Patrick Isarchi Bleu Marine. Salut Patrick. Salut les potos, salut tout le monde. Ça va, grande forme? Impec. T'as perdu le bronzage du ski de la semaine dernière, je tenais à te le dire. Tout à fait, merci, c'est gentil. Il était en vacances et il est avec nous ce soir, il est des nôtres. Guillaume Alberto, salut Guillaume. Salut les potos, bonsoir à tous. Il a pas bronzé par contre. Hein. T'étais où? Non, j'étais pas en vacances, c'est simplement que lundi dernier, je pouvais pas être là, mais voilà. Non, je n'ai pas chômé. En tout cas, il a bien bossé cette semaine dans le Midi Olympique. On parle évidemment de tes articles. Également Olivier Buisson qu'on a eu et qu'on aura tout à l'heure avec nous donc de Var Matin en ligne. Et puis également notre ami de la Provence, Laurent Blanchard, qui est à Marseille ce soir et qui sera également avec nous. Nos invités dans quelques minutes avec le blog du RCT, un blog de supporters assez hallucinant, un nombre de connexions hallucinantes également. Ils seront avec nous. L'un des blogs les plus fréquentés sur la toile, donc avec David et également donc Alex à nos côtés qui nous rejoindront, on peut dire à la mi-temps cette émission aux alentours de 19h45. Et puis notre invité ce soir qu'on est super content de recevoir. Ça faisait longtemps, Eric, on voulait recevoir Henri Mondino. Henri Mondino, bonsoir. Bonsoir les potos. Alors, merci d'être avec nous Henri. Alors quand on dit que ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir avec Eric, on rappelle que tu es le président du comité territorial Côte d'Azur de rugby et pour nous une figure emblématique de ce sport dans le département. Ah oui, très sympa, merci beaucoup. Oui, notre Mondino connu internationalement quand même. On peut le dire, ouais. Et puis en plus il a un agenda de ministre, c'est pour ça qu'il est difficile à voir. En tout cas, il est président, Henri, tu es président depuis 2005, tu as été réélu en 2008 avec un véritable plébiscite. Et pour l'ancienne première ligne, en tout cas pilier droit que tu étais, ton credo c'était plutôt le combat, les coups de tête. Là aujourd'hui c'est plutôt, et depuis 2005, la diplomatie, il faut faire un petit peu avancer les idées. Alors après avoir passé un petit peu la pommade, la question qui fâche, puisque le comité Côte d'Azur c'est le rugby amateur, c'est les jeunes, c'est la promotion auprès d'un public qui n'est pas forcément que rugby, c'est du sport en général. Et ça a dû un petit peu t'embêter parce que tu considères le rugby comme étant un vecteur d'intégration sociale, d'intégration également tout court. Les propos de Mourad Boudjelal à l'époque concernant notamment le racisme dans le rugby n'ont pas dû te faire plaisir quand même. Ça m'a pas plus surpris que ça. Je pense qu'on est le reflet de la société, hein, donc il n'a pas complètement tort. On a des excès sur les terrains les dimanches. Nous, on essaye de combattre avec nos armes. C'est très difficile. Des gens ont pris de très mauvaises habitudes. Je crois que le sport professionnel et le rugby en professionnel, quelquefois, montrent de très mauvais exemples. Et on est le reflet. Et effectivement, on a besoin de travailler, notamment sur nos jeunes populations. Et puis surtout éduquer, quoi. Donc on a des présidents de clubs qui sont extraordinaires, qui mettent beaucoup d'entrain à former leurs éducateurs pour qu'on puisse observer le moins de fois possible un certain nombre de déviances. Henri, il y a eu des procédures déjà justement pour le racisme sur les terrains en amateur? Bien sûr, on a quelqu'un qui n'est pas mon poteau, qui a pointé tous les dimanches, il y a 2 ans, à 15h au commissariat de Saint-Raphaël. Il va se reconnaître ce soir. Et je suis prêt demain à le refaire une fois de plus. C'est un père de famille qui accompagnait son garçon et qui a tenu des propos délirants et racistes envers un arbitre, mais surtout envers deux gamins qui jouaient contre son fils. Donc on n'a pas hésité. Il y a une commission préfectorale qui existe, qui est présidé par le commissaire Nègre. Et alors pour lui, on n'a pas hésité. Bien nommé. Oui, c'était un beau paradoxe. Hein. Tout à fait. On n'a pas hésité pour lui, on n'hésite pas pour les jeunes non plus. Hein. Donc, c'est de la correctionnelle? Alors cette fois-là, c'était pas de la correctionnelle, pour être très sincère. C'était une mesure où, quand son gamin jouait ou quand l'équipe première jouait, il était au commissariat. Et quand il pointait pas au commissariat, il y avait une procédure de recherche. Donc il devait pointer. Pardon. Je voulais saluer le travail d'Henri et de tous les
les personnes du comité et pas que de celui-là d'ailleurs, parce que il y a le rugby qu'on voit à la télévision du top 14, ce qu'on voit sur les terrains, ce qu'on voit dans les tribunes, où finalement il y a peu de dérapage, et il y a aussi beaucoup de matchs de fédéral, de séries à gérer avec beaucoup de personnes dans les tribunes, sur les terrains, et ça peut parfois devenir compliqué, et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible, mais c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en première division avec les caméras où les mecs se tiennent parce qu'ils savent qu'ils vont être vus et tout. Et donc il faut saluer le vrai boulot qui est fait sur des centaines de communes tous les week-ends sur des dizaines et des dizaines de matchs, quoi. Il y a des amendes qui sont appliquées, je crois, pour chaque club, chaque carton, rouge, jaune. Ah ouais, c'est un peu terrible parce que quelquefois nous on fait recette de la déviance. Donc moi ce que je dis c'est que j'aimerais être pauvre sur ce secteur-là parce que effectivement, alors nous on constate plus aujourd'hui de violences chez les jeunes, moins de 17 et moins de 19. En école de rugby ça existe quasiment pas. On a un travail qui est fait sur moins de 15, moins de 13 dans nos clubs qui est faramineux. Hein. On est un des plus petits comités de France avec le plus grand nombre de résultats. Donc ça c'est pas grâce au président du comité, c'est grâce au club et aux encadrements dans les clubs. Chez les adultes, ça se régule. On a eu à constater quand même beaucoup de gens qui jouent en fausse licence. Alors c'est dû à la cherté de la licence, certes, mais c'est dû surtout à l'irresponsabilité des gens qui font jouer des gamins, des jeunes seniors sans licence, en fausse. Donc ce qui était courant il y a 30 ans, ça revient maintenant. Donc j'espère qu'on va être entendu à Cannes. On a mis Cannes hors championnat parce qu'il y avait 8 joueurs en fausse licence. On est allé les contrôler. On les a pris et on ne regrette pas de les avoir mis hors championnat pour 2 saisons. On souffre un peu de remarques très négatives des pouvoirs publics. Ils nous disent mais pourquoi vous avez fait ça, vous êtes des sales méchants. Nous on ne le regrette pas. On a notre club dans le Var qui a fait pareil avec des jeunes gens. Voilà. Donc on accompagne, on éduque, on soutient beaucoup. Certes pas suffisamment parce que c'est difficile. Mais aussi on réprime parce que sans un système répressif, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Alors ça fait partie de l'une des missions, elles sont nombreuses hein, du comité. Est-ce qu'on peut rappeler pour l'auditeur, on va dire lambda, quelles sont un peu les missions généralistes de ce comité Henri Mondino? Le programme du président Mondino. Ouais. Non, il n'y a pas de programme. Nous, on a sorti le PAC Rugby, donc on a essayé de se mettre en face d'abord avec les demandes des ministères, ils sont nombreux. Celui de la jeunesse des sports, celui de la santé, celui de l'intérieur, etc., de notre fédération. On croule en ce moment sous l'administratif, c'est très lourd, on est dans de multiples procédures. On aimerait que ça soit allégé parce qu'il y a des choses qui doivent aller plus vite, notamment grâce à des outils informatiques qui nous permettraient de gagner du temps. J'ai un peu lâché la question. Oui, de toute façon, c'est la promotion, ce que je disais tout à l'heure du rugby. Mais tu es un ardent défenseur de la tradition. Est-ce qu'aujourd'hui, et tu dois faire le lien avec la modernité aujourd'hui dans le rugby, c'est pas difficile ça, parce que la modernité, est-ce que c'est pas aussi de savoir critiquer l'arbitrage, d'avoir des paroles aujourd'hui un peu plus fortes qu'hier? Ah, on te voit venir. Incroyable. Eric, t'arrêtes maintenant. Nous, la promotion, le développement, ce sont 2 axes forts. Je vais parler d'arbitrage après. Je ne vais pas m'échapper sur aucune des questions. Et je ne vais pas faire de langue de bois non plus. Donc, on était 26 clubs, on en a 52 aujourd'hui. Il y avait 5000 licenciés, on est à 17 000, tout confondu avec les loisirs, etc. Donc, le développement, la promotion et surtout les niveaux de pratique pour les faire progresser. On a un réel problème de formation. Moi, j'ai un vice-président qui s'en occupe plutôt très bien, mais on a pris beaucoup de retard dans notre région parce qu'on était réellement dans un sport de combat collectif qui venait quelquefois un sport de combat individuel. Donc, on a pris un petit peu de retard, mais il y a le pôle espoir, il y a le centre de formation de Toulon qui a fait qui s'améliore de jour en jour, et puis il y a de belles initiatives sur la Seine, Nice, etc., qui font que... Sur le Pradé, d'ailleurs, oui. L'école de Pilier. Alors l'académie de la première ligne, c'est la première de France, donc on est fiers parce que dans 2-3 secteurs chez les filles et sur la première ligne, sur l'académie, on arrive leader, donc parce qu'on a des mecs qui travaillent à la fac, qui sont très pointus, je pense à Pézerie ou à Christine Gassiol et autres, qui sont, c'est des fans, quoi. Ils sont devenus fous furieux, ils pensent qu'à ça, ils vivent pour ça, etc. Et ça nous permet de progresser. Quant à l'arbitrage, je viens de quitter à l'instant Franck Massiello, qui était en top 14, et on avait un vrai débat tout à l'heure au comité autour de cela, quoi. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue. Il faut vite qu'on arbitre à 2 dans le champ de jeu.
il faut vite que le superviseur, qui est à la fois celui qui est aux caméras et au micro, puisse intervenir dans le temps de jeu pour donner des indications dans le temps de jeu. Je pense aussi qu'il faut aller vers le professionnalisme de l'arbitrage, notamment parce qu'aujourd'hui les arbitres, aujourd'hui ça va être au mois de décembre, vont s'organiser un syndicat où ils vont faire une proposition d'être à 50%. Alors moi les demi-mesures, j'y crois pas. Aujourd'hui, Wilco est très très bon parce qu'il s'entraîne 2 fois par jour et que c'est un fan de travail, etc. Moi, je voudrais que Franck Massiello puisse être accompagné en termes de communication, de gestion de conflits, de préparation physique. Quand je le vois qu'il va faire Biarritz-Bayonne, qui fait 12 heures de voiture aller, 12 heures de retour pour toucher 400 € moins les frais, c'est juste impossible, quoi. Voilà. L'arbitrage doit se mettre à hauteur du professionnalisme et des niveaux de jeu. Moi, je jouais à un faible niveau il y a 20 ans. Les arbitres pouvaient nous accompagner. Aujourd'hui, un arbitre, il faut qu'il soit prêt comme un joueur professionnel et comme les 40 professionnels d'un club. C'est-à-dire qu'il en a 46 à gérer pendant le temps de jeu. Il faut qu'il soit accompagné à tout point. Et tu penses que les décisions, les bonnes décisions vont sortir des assises nationales qui se déroulent notamment demain après-demain à Marcoussis? Très optimiste, Henri. Je l'espère vraiment. Moi, par définition, je ne crois pas aux grandes messes. Donc, je crois au travail quotidien des gens. Je crois que Bernard Lapassé a réussi le meilleur coup de sa carrière. Il a mis dehors des gens qui dirigeaient l'International Rugby Board et qui étaient des zones de blocage. Il faut que les jeunes de l'hémisphère sud qui s'occupent d'arbitrage et ceux du nord s'entendent sur les systèmes de formation de nos arbitres, sur l'adaptation de la règle. On a vu samedi contre le Pays de Galles, quelqu'un qui arrive et qui bénéficie, qui laisse bénéficier, ce dont moi je suis un adepte, le turnover permanent. Si on ne l'explique pas suffisamment bien à nos joueurs, effectivement, il y a des moments où nos joueurs n'arrivent pas à s'adapter. Il faut des temps de formation, à la fois pour les joueurs, pour nos arbitres, puis il faut harmoniser à la fois toutes les règles, les pratiques, puis sans doute changer de saisonnalité pour le rugby. Mais dans ton programme, tu parlais pas justement en 2008 de centre de formation d'arbitrage à un moment donné avec Franck Massiello justement. Ben ça y est, c'est bien parti. Ça a commencé. Ah ouais, ça a plus que commencé, puisque on a 23 jeunes arbitres sur le territoire des Alpes-Maritimes. Donc 5 rentrent dans nos programmes et l'année prochaine la totalité vont rentrer dans les programmes d'arbitrage de matchs de seniors et de juniors. Ça veut dire que cette école d'arbitrage va faire rentrer à 50% de plus d'arbitres. Et celle de la Valette où ils sont 17 et le président de la Seine vient de signer une convention pour en créer une autre. Donc on va se retrouver avec 3 écoles d'arbitrage, ça veut dire qu'on va mettre d'ici 2 ans 60 arbitres de plus, parce qu'on a 120 matchs à arbitrer par week-end, 60 arbitres de plus sur le terrain. Alors on se retrouve dans quelques minutes entre les poteaux sur Mistral FM avec notre invité ce soir, Henri Mondino, président du comité territorial Côte d'Azur de rugby, et nos poteaux, Eric Ambrosini de France 3, Patrick Issartier de Bleu Marine, Guillaume Alberto du Midi Olympique et Olivier Busson qui vient nous envoyer un petit SMS, les poteaux. Alors, il y a une photo avec non, ça la photo. Il n'est pas équipé pour la photo, tu sais, c'est les vieux portables pourris. À l'ancienne, à l'ancienne. Défenseur des traditions, Olivier. Alors je vous lis quand même, salut à tutti, un gros bisou à toute l'équipe depuis les Pouilles où je n'ai pas reculé, près de 500 bornes en une semaine, et c'est pas fini. La bise à Henri également, que j'aurais croisé avec grand plaisir. Voilà. C'est du vélo qui fait, voilà, Olivier Buisson de Var-Matin. La bise également à notre poteau qui nous écoute via le net. Et puis celui que nous allons retrouver également, c'est notre poteau Laurent Blanchard de la Provence par téléphone depuis Marseille dans quelques minutes. Et puis notre invité aussi avec le blog des supporters du RCT. Ils sont 2 ce soir, David Demery et Alex. Un blog qui vraiment cartonne, accompagné de Sonia qu'on va retrouver pour le journal de la semaine en rouge et noir. À tout de suite. 19h30, 20h, entre les poteaux. Toute l'actu du RCT, les analyses, les résultats, les scoops. C'est entre les poteaux sur Mistral FM. Les lundis soirs sur Mistral FM, c'est entre les poteaux, l'actu du RCT. C'est jusqu'à 20h sur Mistral FM. Avec du monde ce soir dans nos studios pour cette nouvelle émission entre les poteaux jusqu'à 20h. Nos invités, Henri Mondino, président du comité territorial Côte d'Azur de rugby. Bonsoir Henri, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Mistral FM. Nos poteaux avec Eric Ambrosini de France 3, Patrick Issartier de Bleu Marine, Guillaume Alberto du Midi Olympique, Laurent Blanchard qui nous a rejoint, je crois, au standard. Laurent, tu es là ? Salut les poteaux.
Voilà. Laurent avec nous. Salut Laurent. Sonia qu'on va retrouver dans quelques minutes et puis nous inviter également David et Alex, président du blog rct.com, un blog qui cartonne et qui seront avec nous dans cette dernière partie d'émission, Eric. Alors justement, on va parler de l'adversaire, du Racing Métro quand même. Ce sera samedi à 16h15. Là, le RCT entre dans une dernière ligne droite assez intéressante puisque elle va jouer justement le 6e du championnat. C'est une façon sûrement de se consolider que cette 3e place, j'imagine. Racing Métro, tu disais qu'on aura tout à l'heure 3 victoires d'affilée. Enfin, ils sont pas aussi bien que ça en ce moment quand même. Non, en plus ils sortent quand même ils se sont offert une belle crise avec le limogeage de Simon Mannix, Pierre Berbizier qui a été beaucoup mis en cause par une grosse partie de son vestiaire. C'est un club qui a quand même su rebondir, mais qui a connu, c'est vrai, de grosses difficultés avec le départ aussi de Sébastien Chabal. 3 victoires d'affilée à relativiser parce qu'ils n'ont pas joué non plus des gros du championnat. Je pense que les phases finales vont commencer pour Toulon comme pour le Racing sur ce match-là. Toulon doit gagner parce que Toulon joue à domicile et reçoit un concurrent direct. Le Racing Métro ne doit pas laisser non plus trop de points en route parce que les places dans les 6 premiers vont être très très chères. Et on connaît la force de cette équipe, notamment sa lourdeur devant, mais aussi dans les lignes arrières. Ça va être un gros rendez-vous, et notamment, je pense, un gros rendez-vous physique à Mayol. Tu penses quoi de l'adversaire, Laurent ? Je vous rejoins complètement. C'est vrai que il me semble que cette équipe est encore un peu fragile malgré ses 3 victoires consécutives. J'ai le sentiment qu'il n'est pas vraiment sorti de sa crise de l'hiver. Il y a beaucoup de certitudes qui planent aussi sur ce groupe, avec notamment des joueurs qui se posent des questions sur leur avenir, notamment un certain Lionel Nallet. On sent une équipe qui n'est pas forcément encore en pleine osmose, donc je pense qu'il y a un bon coup à jouer pour Toulon, pour peu que Toulon soit concentré sur son sujet. Moi, je me posais la question de savoir comment une équipe d'une saison à une autre comme ça, alors qu'on n'a rien changé en termes de staff technique, et puis basculer, et puis changer, même s'il reste quand même dans les meilleures équipes du championnat de France. Toulon a fait pareil la saison dernière. Ouais. Toulon a fait exactement pareil la saison dernière, après une très belle saison derrière. Derrière, vous avez la saison de la confirmation, et je pense que c'est compliqué parfois d'arriver à confirmer. Avec en plus un Pierre Berbizier qui est sans doute quelqu'un qui est très directif, qui lâche peut-être peu de lest, et quand ça commence à perdre, ça devient un peu compliqué. Les ambiances de victoire sont toujours bonnes, et quand un groupe dans sa vie commune commence à connaître des moments plus difficiles, et ben là c'est difficile certainement de réagir, ce qui est arrivé au Racing. Henri ? Moi je crois que pour Toulon c'est une superbe évaluation, c'est une des plus belles de l'année, derrière Perpignan, parce qu'ils auront à démontrer une force physique, notamment devant. Maintenant, je vous rejoins sur l'ambiance. Il n'y a pas que Manix qui a été lourdé. Il y a Philippe Berbizier aussi. Donc, quand le frère s'en va, c'est une partie de soi. Je crois que Pierre est très très exigeant, trop peut-être à certains moments, parce qu'après il faut mouiller la chemise sur le terrain, ce qui peut-être il a oublié de faire pendant les 5 derniers mois. Ils vont venir pour faire quelque chose à Toulon, ça c'est certain, mais je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. À tous les points de vue, on voit que la progression du club est très 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 forte, avec beaucoup d'harmonie, et des joueurs ne se posent pas autant de questions que ça, parce que Nallet sait déjà où il va jouer l'année prochaine, Wiedeński c'est pareil, etc. Donc c'est-à-dire que le mois de février et de mars quasiment conclu les transferts, ils savent où ils vont aller, et c'est vrai qu'il va y avoir un turnover de joueurs qui va être important dans ce club, au vu des moyens de M. Lorenzetti aussi. Wiedeński et Nallet, ils sont annoncés où ? Alors, Nallet, Chabal, ce qui est quasi sûr, c'est qu'ils joueront à Lyon l'année prochaine. Quant au petit, je pense qu'il a le profil de rejoindre l'équipe de France, parce que je sais qu'il est contacté va être déterminant dans le choix du club qu'il va faire. C'est-à-dire Wiedeński va faire partie des joueurs susceptibles de créer cette génération qu'attend Philippe Saint-André. Et j'en suis certain, comme d'autres. Après, on se pose des questions sur d'autres postes, sur demi-mêlée, ouvreur, etc. Il y a quelques réponses qui arrivent et qui vont arriver très vite. Sur la première ligne, deuxième ligne, en dehors de Johan, je pense que là, ce sera plus difficile parce qu'on n'a pas de mecs qui sont prêts aujourd'hui pour jouer au niveau mondial. Alors, on va demander l'avis au président de ce blog de supporters, donc Alex et David. Alors d'une saison générale, que pensez-vous, premier bilan de cette saison selon vous? Le bilan il est forcément positif, 3e du top 14, en quart de finale de la Mini Challenge Cup, le bilan ne peut être que positif, surtout qu'il y a eu un changement d'entraîneur, une mini-crise en début de saison avec le départ de Philippe Saint-André qu'il a aussi fallu gérer, donc le bilan est un peu plus positif. Je
pense que le soir où on perd 17-0 à la maison contre Clermont, on aurait tous signé pour en être là. Très bien. Vous êtes revenu là sur votre blog aujourd'hui, notamment sur la convocation de Bernard Laporte. Voilà, c'est ça. Le 21, Guillaume. Ouais. Il sera jugé pour les deux affaires en même temps. La commission de discipline, Et Laurent, justement, on peut en profiter parce que Laurent, justement, a vu Bernard Laporte ce matin et j'ai lu que Bernard Laporte lui avait confié certaines choses, notamment sur ce qu'il avait dit à l'arbitre à Perpignan. Allez, scoop. À Perpignan, c'est vrai qu'on se demandait, je crois, avec Guillaume ce matin à l'entraînement, pour quelle raison Bernard Laporte avait été convoqué à la commission de discipline après Perpignan, parce qu'on n'avait rien vu sur place après le match. Bernard Laporte semblait très calme, donc ça nous avait surpris. Donc en fait, j'ai posé la question à Bernard Laporte, qui m'a dit que lui aussi ne comprenait pas la raison pour laquelle il avait été convoqué. En fait, il aurait dit au superviseur du match, au superviseur de M. Péchambert, ce qu'il avait prononcé à l'encontre de M. Poite, à savoir qu'a priori, selon Bernard Laporte, il aurait été, on lui aurait parlé de manière assez cavalière, du style l'autre, les autres. Et donc il a rapporté ses propos au superviseur, et le superviseur a priori a fait un rapport assez chargé, et c'est la raison pour laquelle Bernard Laporte est à nouveau convoqué dans ce dossier. Donc voilà, donc il a juste rapporté les propos qu'il avait proférés à l'encontre de M. Poite une semaine plus tôt, et celui avait eu une seconde citation. C'est assez curieux. Et le risque gros ou pas? Je sais pas, je pense que, peut-être Henri aussi, tu es habitué, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il va risquer? Il va être dans les tribunes. De toute façon, il est dans les tribunes, dans les matchs, donc. Henri qui sourit en silence. Moi, j'étais habitué parce que j'ai été pris plusieurs fois par les arbitres. Non. Non. Tu envoies passer des sanctions, c'est ça que je veux dire. Moi, il y a la commission de discipline, il y a une commission d'appel, il y a le tribunal administratif, il y a le CNOSF. Si ça devait être dramatique, il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que j'avais conseillé, moi, à Mourad, sur les 130 jours de suspension. Il faut faire appel, parce qu'il faut être entendu. Voilà. La commission de discipline va surtout parler de l'affaire Poite. Bernard, que je connais bien, a une version, M. Poite en a une autre, à eux de trancher. Après, c'est quoi? C'est 15 Bernard jours. qui va avec du matériel en plus, je crois qu'ils ont. Il aurait entendu. Enfin, il y a des enregistrements où ouais. M. Poite parle de Toulon en disant les autres, notamment plusieurs fois. C'est ça. On le sait, ils sont écoutés. Donc, c'est un secret de polichinelle parce que personne ne dit qu'il faut le répéter, mais tout le monde est au courant. Donc, quand on parle les autres, des autres, etc., pour pas dire le Rugby Cup toulonnais, et qu'on dit les Montpellierins, etc., c'est vrai que ça crée de la confusion. Après, ce sont des débatteurs, ils se défendront avec force et vigueur l'un comme l'autre devant la commission de discipline. Alors on va profiter qu'on a nos invités concernant ce blog, avec Sonia qui a un peu relevé 2-3 petites choses quand même dans les blogs cette semaine, non? Oui, en fait, j'ai jeté un coup d'œil sur le Twitter du Racing. Donc, j'ai pris quelques réactions, notamment de Jonathan Wisniewski, donc qui effectivement annonce que Toulon est ultra favori pour ce déplacement et que lui, donc en tant que joueur, postule pour affronter Toulon. Il a été absent pendant 8 semaines. Aujourd'hui, donc les sensations sont bonnes, dit-il, et il souligne donc que le RCT est ultra favori et que ce sera un vrai test pour le Racing. Ensuite, je voulais surtout profiter de la venue d'Alex et David pour avoir quelques petites news concernant leur blog. Alors. Oui, donc on a publié cet après-midi que Stephen Armitage s'était blessé à l'entraînement, mais bonne nouvelle puisque au final il pourra tenir place pour la réception du Racing. On peut aussi dire que Souta a repris l'entraînement collectif ce matin et que Fernandez Lobé a retouché quelques ballons à l'entraînement, donc c'est de bon augure pour la suite, il pourra sûrement revenir rapidement. Combien de connexions par jour sur rct.com? Environ 14 000 et lors des journées de pointe, ça peut aller bien plus haut, 17 000, 18 000. Notre record, ça a été 20 000 connexions lorsque Sonny Bill Williams a annoncé son avenir. Ils sont venus en Maserati tous les deux, tout à l'heure. Non mais il n'a pas le temps, vous faites du business Non mais vous faites du business autour de ça ou pas? On récolte un peu d'argent qui nous permet de payer le serveur notamment et puis tout ce qu'on fait autour, les cartes de visite, les calendriers qu'on distribue en début de saison autour du Stade Mayol. Donc voilà, on essaye un peu de faire de communication et de gâter un peu nos supporters, comme le concours de pronostics qui est en place où 300 participants jouent chaque journée. Donc voilà, on va faire aussi un jeu concours sur Facebook, donc voilà, ça va être sympa. Donc très réactif, très actif. Alors on en parlait, on est entre les poteaux et on se dit tout, et comme on est entouré et de Guillaume Alberto et de tout un tas de journalistes, où prenez-vous vos infos?
Alors c'est vrai qu'on fait de la veille sur Internet, donc on a des outils tels que Twitter, Facebook, on regarde un peu de partout sur les sites Rugbyrama, l'équipe. Mais on a également des infos sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on assiste souvent aux entraînements, donc on peut voir un peu des choses insolites. Voilà, comme ce matin, Stéphane Armitage qui se blesse, fallait y être pour le voir, sinon l'info n'était pas divulguée, quoi. Ça vous prend combien de temps? Alors c'est dur à juger parce que c'est vrai que c'est une passion et qu'on voit pas qu'on travaille beaucoup, mais au final. Ça dépend souvent de l'actualité qu'il y a chaque jour. Il y a des jours où ça peut peut-être nous prendre moins que d'autres. Par exemple, normalement, le dimanche c'est un jour plutôt calme, alors qu'hier, par exemple avec le poisson d'avril irlandais O'Gara, ça nous obligeait à être réactifs rapidement. Ouais, parce qu'il faut préciser pour ceux qui n'ont pas suivi que O'Gara avait été annoncé au RCT, c'était le dimanche matin, alors ça fait beaucoup de bruit, en fait. Repris en France et en Angleterre aussi, sur le Sky anglais par exemple, il a été annoncé O'Gara à Toulon, ils ont de suite annoncé sa déclaration où il remercie les supporters. Ça existe le poisson d'avril là-bas? Visiblement oui, ça a été confirmé, ça existe là-bas. C'était hier. Je voulais poser une question parce qu'il y a ce blog et puis il y en a d'autres, et Laurent peut répondre à notre question, mais pour nous les journalistes c'est devenu un peu l'enfer ces blogs. On peut pas rivaliser, non Laurent, en termes humains pour arriver à trouver toutes ces infos? Non, mais il faut que chacun puisse exister dans ce domaine-là. Non, il y a pas. Non, je pense que le monde est assez grand pour pouvoir évoluer en totale harmonie, quoi. Enfin, on est complémentaires, chacun fait son job à sa façon. Et ça amène pas les rédactions à se poser des questions quand même et à changer un petit peu le travail journalistique aujourd'hui? Figurez-vous que nous, quand même, à la province, bon, je parle de mon journal, en l'occurrence, on a aussi un site internet qui fonctionne très bien, donc forcément les informations urgentes, chaudes, on les transmet sur le site internet au plus tôt. Ensuite, on a un peu plus de recul pour les papiers, écrits. Voilà, donc non, mais pour nous, ça change rien. Au contraire, il faut. Je le répète, il faut que tout le monde puisse travailler en harmonie. Et t'arrives, toi, Laurent, de visiter des blogs ou pas? Ça m'arrive de manière assez aléatoire. Hein. Je suis pas non plus un client assidu. Je peux observer le travail qu'ils font. Voilà, c'est juste un regard de pro en fait. C'est pas vraiment un regard d'informateur, plutôt un regard de pro. Voilà. Oui, si je peux rebondir là-dessus, moi aussi ça m'arrive de regarder. Et tu vois, tu parlais de ce que vous faites à la Provence. Je sais qu'au Midi Olympique, on a eu une réunion avant la fin de la saison dernière, au printemps dernier, où on a pris le parti, je pense que ça se voit dans les articles, de se concentrer beaucoup plus sur le technique et la précision technique, et d'être très spécialisé sur le technique, en essayant d'avoir des infos, parce qu'on a aussi des journalistes qui sont très proches de joueurs ou d'agents de joueurs, et donc c'est l'info qui fera vivre toujours, je pense, les journaux, la presse écrite, et aussi, en tout cas c'est le parti qu'on a pris, la technique et analyser les matchs vraiment dans le détail pour que le passionné de rugby, quand il lit ça, il ait un surplus d'informations, parce qu'on est obligé de s'adapter pour rivaliser avec ce qu'on voit sur Internet. Quelle presse, Henri Mondino, tu lis quand tu veux suivre l'actualité? Qu'est-ce que je lis sur l'activité du rugby? Voilà, du Rugby Club Toulonnais. Je suis fan, moi, d'abord du groupe Var Nice Matin, de Midi Olympique, de l'équipe. Puis après, comme tous les vieux de mon âge, je m'y suis mis. Je blogue, je tweete, je Facebook. J'ai un webmaster qui m'informe sur toutes les dernières infos. Après, bon, j'ai un poste privilégié qui fait que quelquefois, par la Ligue nationale de rugby ou par la Fédé, j'ai des infos qui sont vérifier quoi. Voilà. Et dans la mission de promotion du comité, est-ce que tu sens cette presse assez réactive? Tu sens qu'il y a un soutien ou pas? Moi, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Je vais pas vous bouffer du temps d'antenne, mais Toulon-Munster, on faisait 5 licences par jour à cette époque-là l'année dernière. Toulon-Munster, 240 licences par jour. Première locomotive du rugby ici en Côte d'Azur et en Provence. Rugby Club Toulonnais, Aix, etc. Nice, la Seine, et puis c'est parti. La deuxième, c'est que on a une institution administrative qui est fan de rugby et des journalistes qui sont hyper fans. Moi, j'ai partagé des moments avec Guillaume ou avec Eric il y a un peu plus longtemps. Où, voilà, on n'a pas une relation, c'est une relation d'amitié fraternelle. Donc les choses circulent, on se parle librement. Il n'y a pas de langue de bois. Si demain je dis des conneries, je sais qu'ils me feront pas de cadeaux, ce qui est normal. Donc j'évite d'en faire.
Non, on est très privilégié dans notre région. Et aujourd'hui, de lire sur les blogs est très important aussi. Sonia qui avait une question à poser à Henri sur le rugby féminin, justement, dans le département. Vous ouvrez donc en septembre 2013 la maison régionale du rugby au Pradet, c'est ça? C'est ça, ouais. Et j'ai cru entendre que donc il y allait avoir de la place pour un pôle féminin. Ah, t'as pas cru entendre, c'est qu'on ouvre un pôle féminin. C'est prévu. Parce que on a juste 2 pôles déjà qui existent, celui de Nice et Saint-Laurent-du-Var et de la Valette. Et à la Valette, il se passe un truc qui est extraordinaire. Elles gagnent tout le temps. Donc elles ont été privées de championnat de France il y a 15 jours à Marcoussis, parce qu'un règlement les a non autorisées à jouer à 15 contre 15. Elles ont joué à 15 contre 23. Sinon elles sont encore, pour la 5e fois consécutive, championnes de France. Alors c'est pas de ma faute si on en fait des bonnes, qui courent plus vite, qui sont féminines, qui sont belles. Et Morad a accepté que contre le Racing, à la mi-temps, elle monte leur demi-bouclier. Justement, tu postules, là, Sonia, tu la verrais où? En Seconde deuxième, ligne. troisième ligne? Non, pas. Sonia, ce serait la centre moderne du rugby féminin. J'allais dire centre ou arrière, sur le ballon, tout ça. Merci. Tu mesures combien déjà, Sonia? 1m80. Ouais. Je prends de suite. Hein. En touche, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, derrière, ça doit pédaler aussi. Blog de supporters, rct.com. Vous non officiel, je veux le préciser. Vous le précisez, vous, dans le blog. Pourquoi? Ça nous a été imposé par le club pour bien se différencier. Donc. Et le club, on en parle. Vos rapports avec le rugby club toulonnais officiel? C'était un peu tendu au début, maintenant c'est cordial. Ils nous ont mis les points sur les i, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, un exemple? Utiliser leur logo, reprendre leurs articles, reprendre leurs vidéos, donc voilà, ça c'est interdit. Voilà. Mais on respecte. Là-dessus, bien sûr. Hein, on a été reçus 3 fois, bien sûr on nous a félicité pour la qualité de notre travail, mais vraiment le but des réunions, comme l'a dit David, c'était vraiment pour nous dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, David est-ce que vous avez des modérateurs? Durée, oui. Ah, des modérateurs. Non, on est nous-mêmes les modérateurs du... Parce que ça lui peut y avoir des dérives oui, justement, gravissimes. On est très vigilants là-dessus. Et on fait vraiment très attention, on regarde chaque commentaire quasiment, vraiment très pointilleux là-dessus. Oui. Et une dernière question peut-être à Henri, pour dire un petit mot sur la sélection du Var, quand même, c'est important. Oui. Elle te tient à cœur, cette sélection? C'est la représentation du rugby amateur, c'est la sélection du Côte d'Azur. On vient de passer 3 tours, plutôt avec aisance. On est en demi-finale contre Midi-Pyrénées. Moi, je rêve d'une finale de Toulon-Toulouse au Stade de France. Et comme nous, on jouera en ouverture contre Pays Basque-Land, on sera 2 fois champion de France. Pour nos joueurs, jouer au Stade de France devant 30 000 Toulonnais et 80 000 spectateurs, c'est juste un rêve. Donc moi, je vais tout faire pour qu'ils le réalisent. Voilà, merci en tout cas, Henri, d'avoir été notre invité. Henri Mondino, président du comité territorial Côte d'Azur de rugby. Patrick Issartier, Bleu Marine. Merci Patrick. Bonsoir les potos. Merci Poto. Merci Guillaume Malperto du Midi Olympique. Courage. Je voulais en profiter juste pour dire par rapport au match de samedi contre le Racing il y a 25 ans. Toulon était champion de France en battant le Racing en finale. Et il y aura très certainement une animation et quelque chose de prévu avec les vainqueurs de 87 et peut-être ceux aussi de 92 samedi. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux, c'était un petit peu tombé à l'eau. Et puis là, ça ressort. Cette semaine, visiblement, ça va repartir de plus belle. Et on devrait avoir quelque chose à Mayol samedi. C'est juste pour que les gens se rappellent qu'il y a 25 ans, Toulon a gagné son 2e titre de champion de France contre le Racing. Et tu as bien fait de le rappeler. Merci Laurent Blanchard. Salut Poto. Salut les potos, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci Sonia, merci évidemment à Eric Ambrosini de France 3 et puis nos invités également, le blog RCT qui est avec nous, merci donc Alex et David. Invité. Voilà, très bonne connexion et puis que ça bouge, que ce soit bien réactif. Et puis on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Mistral FM. Vous réécoutez bien sûr cette émission sur le site internet. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.